Bonjour, nous sommes le mercredi 10 février 2021 et je voudrais vous parler du second impeachment, la partie contre M. Trump, 45e président des États-Unis, la partie qui va se dérouler devant le Sénat et qui décidera s'il y a confirmation de la destitution de M. Trump. Bien entendu, c'est paradoxal qu'on destitue un président qui n'est plus au pouvoir. Mais les textes constitutionnels sont extrêmement clairs. C'est une mesure contre quelqu'un qui a abusé de son pouvoir. Et le fait que ça se termine tel ou tel jour n'a pas d'importance. D'autant qu'un des enjeux, bien entendu, c'est s'il est destitué officiellement, il n'aura plus le droit d'intervenir dans la politique. Voilà, ou de se représenter la prochaine fois. Bien entendu, il faudrait qu'il y ait 17 sénateurs républicains qui votent avec les démocrates, ce qui paraît beaucoup. Mais, je suis entouré de gens et je vois beaucoup de commentateurs ici et là, dans la presse américaine, qui disent on n'obtiendra jamais ces 17 sénateurs républicains, c'est une perte de temps de tout le monde, etc. Alors là, D'abord, on n'en sait rien, même d'ici la fin du procès, l'univers tout entier pourrait disparaître. Donc, dire qu'on ne pourrait pas trouver qu'il y a une impossibilité, je dirais, d'ordre cosmogonique au fait qu'on trouve 17 sénateurs républicains n'est pas justifié. D'autant qu'il y a une dynamique. Quand on me dit ça, je dis oui, vous oubliez qu'il y a une dynamique. On ne sait pas ce qui va se passer d'ici le moment où on aura besoin de ces 17 sénateurs républicains. On n'a pas la moindre idée. Et la meilleure preuve qu'on n'a pas la moindre idée de ce qui va se passer, c'est qu'il y a eu hier, lors de la première séance, il s'est passé quelque chose qui aura une importance pour la suite. Alors, donc hier, ça s'est ouvert. Il y a eu une présentation par l'un des sénateurs, M. Jim Raskin. On l'avait sans doute choisi lui parce qu'il y avait quelque chose d'extrêmement émotionnel qu'on pouvait faire valoir du côté démocrate. C'est le fait que le jour où le 6 janvier, il était avec ses enfants, il était là avec ses enfants, et qu'ils ont dû se cacher en dessous d'un bureau, et que, dit-il, avec beaucoup d'émotion, et on le comprend, que ses enfants croyaient qu'ils allaient mourir en raison des coups de bélier sur la porte, des choses de cet ordre-là. Et bon, il dit, et à ce moment-là, bon, il éclate en sanglots. J'ai dit à ma fille, tu reviendras avec moi dans d'autres meilleures circonstances, et elle m'a dit, je ne reviens jamais à cet endroit-là. Bon, et voilà. Il présente ensuite une vidéo de 13 minutes qui est un montage. C'est un montage qui est... un montage, c'est toujours un montage, donc je veux dire, on peut le faire de différentes manières. Il y a toujours un élément un peu subjectif qui peut devenir un élément polémique, etc. Là, ils l'ont fait, je dirais, du mieux qu'ils ont pu, c'est-à-dire avec un véritable minutage en direct. Quand on vous montre l'intérieur du Capitole, il y a des choses qui sont dites, et qu'on vous montre ensuite des événements extérieurs, c'est vraiment dans la continuité temporelle. Donc là, c'est assez irréprochable. Il y a évidemment le choix des images. Les images sont brutales, mais c'est parce que ce qui s'est passé était brutal. Et ensuite, il y a eu la présentation, il y a eu l'intervention des avocats de M. Trump. Et quand je vous dis que rien n'est jamais joué d'avance, c'est que la plupart des commentateurs aujourd'hui ne parlent que de ça. Dans ce qu'ils parlent, dans ce qu'ils disent, c'est de la piètre, très très piètre performance de ces avocats. Alors, ils ont des circonstances atténuantes. La première, c'est qu'il y a seulement quelques jours qui font partie de l'équipe. Pourquoi? Parce que M. Trump s'est disputé avec tous les avocats qu'il avait précédemment, et qu'on arrive vraiment dans le bas du panier. Pourquoi? Parce qu'il y a peu d'avocats, très très peu, qui sont prêts à défendre M. Trump à ce stade-ci.
Et ça, c'est bon, c'est l'histoire de ces 4 années à la Maison-Blanche, où il s'est disputé l'un après l'autre avec tous les avocats de qualité qu'on trouvait aux États-Unis, et il se retrouve vraiment avec le dessous du panier. Des gens qui du coup n'ont pas pu, non plus, en, mis à part le fait qu'ils ne sont pas de très grands avocats, qui ils n'ont pas pu se préparer véritablement. Et là, il y a quelque chose qui est en train de craquer. Parce qu'en particulier, il y en a un des deux, qui est peut-être le plus connu, M. Bruce Castor, euh, qui, dans ce qu'il a dit, a donné raison à plusieurs reprises. Il a donné raison aux adversaires de M. Trump. On a entendu dire aussitôt que M. Trump était vraiment pas content de la prestation de ses avocats. Et bon, il a raison. Et ce qu'on entend dire aussi à plusieurs reprises, que moi je viens d'entendre, j'ai écouté, je sais pas, je viens de passer une grosse heure à écouter les différents commentateurs. Je vous avais déjà dit, je vous avais fait une petite vidéo, c'était il y a 4 ou 5 jours. Je vous ai dit, est-ce que vous vous souvenez de l'affaire Simpson? Et du coup, personne n'a regardé parce que tout le monde connaît cette affaire Simpson par cœur. J'aurais pas dû appeler ça peut-être de cette manière-là. Ce que je voulais vous dire, c'était que M. O.J. Simpson avait été exonéré au plan criminel lorsqu'il avait été passé devant une cour d'assises, mais que sa carrière avait été finie peu de temps après quand il avait été accusé devant un tribunal civil, et dans le tribunal civil, il avait été reconnu coupable de l'assassinat de son ex-épouse et de l'amant de son ex-épouse. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, du fait que les critères ne sont pas les mêmes pour une décision d'un jury au civil et au pénal, les décisions peuvent être différentes. Et ce qui se passe souvent, et c'est pour ça que je vous rappelais cette affaire, c'est que les gens peuvent être, parce dans la justice pénale, il faut que le jury se prononce au-delà de tout doute possible, et ce qui n'est pas le cas au civil, les décisions peuvent être extrêmement différentes. Et la personne qui a pu échapper au pénal se retrouve absolument coincée. Bon, évidemment, elle n'est pas envoyée en prison, mais elle se retrouve avec, bon, on lui prend tout son argent, et, on fait d'elle une personne absolument pestiférée, un paria, et donc c'est pas agréable non plus. Et les conséquences peuvent être encore plus graves qu'une condamnation qui peut être voilà, revue ultérieurement au pénal. Mais donc les commentateurs que j'ai vus, la plupart ont attiré l'attention là-dessus, sur la mauvaise qualité de ces avocats. Et là, il ne faisait pas allusion au civil, mais au pénal, en disant, si le malheureux, et on parle de Trump, si le malheureux se retrouve maintenant, mis à part ce jugement, cette destitution qui est en fait un processus qui est décidé par des législateurs, par des parlementaires, c'est-à-dire ça ne relève pas de la justice à proprement parler. S'il devait maintenant, le malheureux, se retrouver devant un tribunal pénal, là, il est mort. Bon, et ça, c'était l'avis général. Et j'aurais pu, simplement, j'aurais pu arriver moi-même à la même conclusion, simplement en regardant ce qui était en train de se passer. Il peut plus défendre. Trump peut plus défendre. Il s'est fâché avec toute la profession des avocats, et il n'a plus que des gens assez médiocres, et ces gens assez médiocres devant la difficulté d'un cas comme le sien, un type qui appelle voilà, en direct à une insurrection, ils peuvent tout juste dire oui, mais il n'a pas dit je suis en train de faire une insurrection, il n'a pas dit vous êtes des émeutiers et je dirige cette émeute. Oui, bon, mais à part ça, non, c'était en direct, il savait ce qui se passait, il leur dit je vais avec vous prendre d'assaut le Capitole. Tout ça, c'est pas laissé à l'imagination. Et puis, bon, le montage qui nous montre ce qu'on n'a pas fait avant. Nécessairement, les chaînes de télévision allaient faire une sorte de tri dans ce qu'on vous montre. On ne montre pas du gore comme ça à la télévision. Quand il y a du gore, quand il y a effectivement un policier à terre
qu'on essaye véritablement d'empaler avec la hampe d'un drapeau américain. Eh bien, là, hier, on vous a pas épargné ça, on vous le montre, parce que, ben voilà, c'est evidence, c'est des preuves, c'est les faits, c'est les faits. Alors, bon, là, je m'adresse aux gens qui disent, ouais, ouais, mais c'est plié d'avance, etc. Est-ce qu'il n'y a aucun républicain, parce que ce sont quand même des êtres humains, admettons-le, est-ce qu'il n'y a aucun républicain qui ne sera pas, euh, si pas troublé par la violence des événements, puisqu'ils peuvent continuer à dire en fait c'était des antifas, en fait c'était une mise en scène, c'était un false flag, c'était un faux pavillon, c'était en réalité l'extrême gauche qui était là, etc. Mais ils peuvent ignorer ça, ils peuvent dire bon bah écoutez oui c'était des bandits, mais qu'est-ce qu'on a à voir avec ça? Mais ce à quoi ils ont dû être sensibles hier, c'est au fait que la difficulté de défendre Trump. Et là, si dans les jours qui viennent, les avocats continuent à accumuler les bourdes ou alors à faire des clins d'yeux à l'assistance, comme l'a fait M. Bruce Castor en disant vous comprenez bien que moi je suis de l'autre côté, hein. Ça va pas, ça va inquiéter ses partisans et qui vont se dire, si moi je devais me retrouver accusé parce que je suis un sénateur qui en fait a également excité la foule, etc., et que je ne trouve pas d'avocat de la meilleure qualité que ceux-là et lui c'est Trump, je ne trouve pas des avocats de meilleure qualité que ceux-là pour me défendre, je suis en mauvaise posture. Donc je ne suis pas sûr que dans les jours qui viennent, il n'y ait pas d'autres euh, républicains sur leur chemin de Damas qui vont et ce ne sera pas le pouvoir, ce ne sera pas l'apparition surnaturelle d'une vision, ce sera plutôt l'apparition tout à fait naturelle du fait que je vais me retrouver dans le box des accusés et il n'y aura pas d'avocat, ou alors il y aura un stagiaire juste pour me défendre, peut-être des choses de cet ordre-là. Donc, je n'ai pas l'impression que ce soit plié. Peut-être, on n'en sait rien. Dans ce cas-là, ce ne serait pas brillant, parce que ce serait effectivement un blanc-seing donné à n'importe quel président de faire n'importe quoi absolument et de pouvoir invoquer le premier amendement, c'est-à-dire la liberté d'expression pour dire n'importe quoi à n'importe quel moment. Nous allons vers des temps troublés. La preuve, voilà, hein, le 6 janvier aux États-Unis, nous allons vers des temps troublés dans les démocraties qui ont plus ou moins tenu depuis 1950 jusqu'à maintenant. C'est important les contre-pouvoirs. Hein, si les choses se dégradent davantage, c'est important qu'on maintienne les rambardes en état de fonctionner parce qu'on en aura besoin. Et si dans quelques jours, aux États-Unis, il apparaît qu'un président peut faire absolument n'importe quoi, qu'il n'y a aucune conséquence pour ce qu'il fait, ce sera extrêmement dangereux. Il est possible qu'on le rattrape rapidement aux civils, pour les tas de choses qui sont pendantes et dont on connaît l'existence. Il est possible, et ça c'est la crainte, je dirais, la crainte d'hier, de la journée d'hier, que si on l'incrimine quelque chose, si on l'inculpe sur le plan pénal, que là, alors ce soit vraiment terminé pour lui. Mais il ne serait pas bon que ce soit par rattrapage pour une démocratie qui est américaine, avec tous ses avantages et tous ses inconvénients, mais qui en tout cas est très fière du système qui est le sien. Ce ne serait pas brillant que ce soit uniquement par des rattrapages, par l'amende, qu'on arrive à véritablement faire qu'un président séditieux soit responsable des actes qu'il a posés. Bon, je vais vous tenir au courant de la suite. Je suis plus, vous avez vu, je suis plus dans un mode où je vous raconte les faits et gestes de Trump. Il commence à me fatiguer un petit peu, mais c'est de l'actualité historique très très importante. Et même si certains démocrates sont convaincus que
qui ne m'ont pas l'emporté dans le cadre ici. Comme l'ont dit certains aux journalistes qui les interviewaient, de toute façon, ce que nous faisons essentiellement en ce moment, c'est constituer des archives. C'est pour l'histoire que nous faisons le record, que nous enregistrons tout ce qui est en train de se passer. L'histoire en fera ce qu'elle voudra, mais il faut qu'il y ait un témoignage. Il faut qu'on puisse revenir vers ce qui s'est passé et qu'on montre d'un côté ceux qui ont compris et qui essayent que justement qu'il y ait accountability, hein, qu'il y ait véritablement que les responsables rendent des comptes de ce qui s'est passé. Et important aussi que l'on voit ceux qui se sont mis du côté de l'insurrectionnel, du chef de l'insurrection, du président séditieux, que ça puisse être montré par la suite. Voilà.